Le 6e État le plus populaire des États-Unis, l'Illinois, abrite des terres agricoles, des collines et 12,85 millions d'habitants. Cependant, il est peut-être surtout connu, en dehors de l'État, pour la ville de Chicago qui a servi de décor à de nombreux films à succès, dont Maman, J'ai raté l'avion, Ocean's 11 et The Dark Knight. Mais tout n'est pas glamour, et l'Illinois regorge d'affaires criminelles non résolues et moins connues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 2 affaires non résolues et macabres de l'Illinois. Demetrius Griffin Jr. Décrit comme respectueux, gentil, intelligent et charmant, Demetrius Griffin Jr. semblait avoir tout pour lui. À 15 ans, il venait tout juste de commencer à fréquenter Steinmetz College Prep, dans le nord-ouest de Chicago, en septembre 2016, après avoir terminé l'école secondaire. Ses anciens professeurs le décrivaient comme un petit clown de la classe qui adorait faire rire les gens et notaient qu'il était particulièrement doué en mathématiques et en sciences. Demetrius était également connu pour aimer les chiens, aider ses voisins et il s'intéressait à rejoindre l'équipe de natation de l'école. Il allait aussi à l'église avec assiduité. C'était le vendredi 16 septembre 2016 lorsque les choses ont changé. Demetrius est rentré de l'école à pied avec une amie jusqu'à ce qu'ils se séparent à quelques pâtés de maison, seulement de la maison du jeune homme de 15 ans. Demetrius avait un couvre-feu strict et, en tant qu'enfant ponctuel qui évitait les ennuis, il ne le dépassait jamais. Mais il n'est pas rentré chez lui cette nuit-là. Sa mère, Polly Sykes, a déclaré aux médias « Quand j'ai vu qu'il n'était pas rentré à l'heure, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. » Bien que son instinct maternel lui disait que quelque chose n'allait pas, Polly ne savait pas ce qui s'était passé avant plus tard dans la nuit, à 1h25 du matin. Les pompiers se sont précipités sur les lieux d'un incendie dans une ruelle du pâté de maison 5500 de la rue West Cortez, dans le quartier de South Austin à Chicago. À l'intérieur d'une grande benne de recyclage, ils ont trouvé le corps d'un jeune adolescent. Il a été identifié comme étant Demetrius Griffin Jr. Demetrius avait été brûlé au point d'être méconnaissable, et sa mort a rapidement été considérée comme un homicide. Les blessures thermiques causées par l'incendie ont indiqué que le garçon de 15 ans avait été brûlé vif. Sa mère, Polly, a déclaré aux médias qu'il n'était pas membre d'un gang. C'était un garçon très respectueux. Il promenait les chiens de tout le quartier. Demetrius n'était pas connu pour être affilié à un gang dans la région, ni pour être impliqué dans des activités criminelles. En raison du manque de preuves et d'informations dans l'affaire, il est difficile de dire ce qui est arrivé à Demetrius, bien que de nombreux enquêteurs amateurs sur Internet aient suggéré qu'il soit devenu une victime des gangs qui font la loi dans les rues de Chicago. Sa famille pense également que cela pourrait être le cas. Il a été suggéré que le meurtre de Demetrius était le résultat d'une erreur d'identité, qu'il a été victime d'un rite d'initiation à un gang où quelqu'un devait commettre un meurtre pour prouver sa loyauté, ou qu'il a refusé de faire partie d'un gang et a été tué en représailles. Il a également été avancé que Demetrius aurait pu être la victime d'un crime haineux ou d'un prédateur, ou qu'il s'agissait simplement d'un acte de violence aléatoire. Un utilisateur de Reddit a fait remarquer que le meurtre de Demetrius n'était pas le premier du genre dans la ville. En 2007, 2 femmes afro-américaines ont été tuées à quelques jours d'intervalle après avoir été toutes 2 étranglées, déshabillées, jetées dans des bennes et incendiées. Teresa Byrne n'avait que 21 ans et était enceinte de 8 mois lorsqu'elle a été assassinée. Son corps avait été recouvert d'un accélérant avant d'être incendié. Un peu plus d'un jour plus tard, Hazel Lewis, âgée de 52 ans, a été retrouvée morte, elle aussi dans une benne à ordures incendiée. Elles ont été retrouvées près de Washington Park. Ce ne sont pas les seules victimes de ce genre de crime. Entre 2012 et 2015, 5 corps calcinés ont été retrouvés dans la ville. En novembre 2012, les restes d'un homme ont été retrouvés dans une benne en feu dans une ruelle dans le pâté de maison des 3000 Cent de North Central Park Avenue. Puis, en 2013, Amy Martinez, âgée de 20 ans, a été retrouvée étranglée dans une benne à ordures en feu dans le nord-ouest de Chicago. De plus, la même année, un corps carbonisé a été retrouvé dans un véhicule dans un garage à Irving Park.
En juin 2015, dans le quartier de Brighton Park, un autre corps a été retrouvé dans une benne à ordures. Ce même mois, un autre corps a été découvert dans une benne du côté sud de Calumet Park. Bien qu'il ait été supposé que les affaires d'Amy Martinez, Teresa Byrne et Hazel Lewis soient liées, de nombreux détectives amateurs ne sont pas d'accord avec cela. Les 7 affaires, 8 en incluant celle de Demetrius, ont été reliées en raison du fait qu'elles ont toutes eu lieu dans toute la ville. De plus, un article de ABC 7 News indique qu'un corps a été retrouvé dans un garage incendié dans le quartier de Pilsen quelques jours avant le meurtre de Demetrius, mais la police ne pense pas que cela soit lié à son affaire. Bien que 5 années se soient écoulées depuis le meurtre de Demetrius, son affaire n'est pas plus près d'être résolue aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016. Les autorités pensent que le meurtrier s'est probablement brûlé en mettant le feu à l'adolescent de 15 ans. 150 personnes ont assisté à une veillée en hommage au jeune garçon dans les jours qui ont suivi ce crime odieux. Sa mère a supplié la communauté de l'aider, elle et sa famille, déclarant « Communauté, j'ai besoin de votre aide. Ils ont tué mon bébé ici, dans cette ruelle. J'ai besoin de quelqu'un. Si vous savez quelque chose, manifestez-vous. Ils ont détruit ma vie. En 2019, la récompense dans cette affaire a été augmentée de 5 000 $, donc il y a maintenant une récompense de 15 000 $ pour toute personne ayant des informations menant à son meurtrier. Un an plus tard, AP News a parlé avec les enquêteurs qui ont déclaré que l'enquête est toujours en cours, mais qu'il n'y a aucun suspect. Si vous avez des informations concernant le meurtre de Demetrius Griffin Jr., vous pouvez appeler le département de police de Chicago au 312 744. Robin Abrams, âgé de 28 ans, a été vu pour la dernière fois vers 16 h sur Goodenow Road à Beecher, dans le comté de Will, le 4 octobre 1990, lorsqu'elle a croisé son père dans son véhicule. Les deux se sont salués de la main alors que Don Abrams rentrait chez lui après son travail de maçon et que Robin poursuivait sa route. Après cela, les déplacements de Robin sont inconnus. Elle n'a plus été vue ni entendue depuis. Le véhicule de la jeune femme, une Dodge Daytona rouge de 1989, a été retrouvé 11 heures plus tard dans la ville de Harvey, à environ 30 minutes en voiture de Beecher. Les portières étaient verrouillées alors que les clés étaient dans le contact. À l'intérieur, les enquêteurs auraient trouvé 2 appareils photo. Des enquêtes supplémentaires ont révélé un témoin qui affirmait avoir vu 2 hommes dans une dépanneuse déposer la voiture vers 22 h le soir du 14. La voiture a attiré l'attention de la police lorsqu'un habitant inquiet l'a vu se faire cambrioler vers 3 h du matin, et elle a ensuite été reliée à la disparition de Robin Abrams, âgé de 28 ans. 3 jours plus tard, le sac de Robin a été retrouvé dans un quartier résidentiel à seulement 3 pâtés de maison de son véhicule. Bien qu'il contienne encore son sac à main, les cartes de crédit de la jeune femme de 28 ans avaient été retirées. Quelques années avant la disparition de Robin, elle était sortie avec un policier du bureau du shérif du comté de Will nommé Anthony Marquez. Marquez était nettement plus âgé que Robin puisqu'il avait la quarantaine et qu'il était en réalité marié, bien que Robin ignorait ce détail lorsque le couple a commencé à sortir ensemble. Le couple se serait rencontré alors que Robin travaillait chez McDonald's. Marquez l'a encouragé à rejoindre le bureau du shérif et en janvier 1988, elle a été engagée comme adjointe du shérif. En octobre 1988, une série d'événements a conduit Robin à mettre fin à sa relation avec l'officier. Il aurait percuté une voiture qu'elle conduisait alors que sa mère était sur le siège passager et il aurait également frappé la jeune femme de 26 ans au visage. Certaines sources indiquent également qu'à cette époque, Robin a découvert que Marquez était marié. Tous ces facteurs semblaient avoir contribué à la fin de leur relation. 2 mois plus tard, le bureau du shérif du comté de Will a licencié Robin. Elle n'était qu'à 2 semaines de la fin de sa période d'essai. Suite à cela, Robin a déposé une plainte contre Marquez, notant qu'il l'avait harcelé et avait crevé ses pneus à 4 reprises. L'officier a été inculpé pour dégradation de biens, mais l'affaire a été classée sans suite en avril 1989 faute de preuves. Marquez a alors renversé la situation et a déposé une plainte pénale contre Robin, l'accusant de harcèlement. Cette affaire a également été classée sans suite, bien que Marquez ait déposé d'autres plaintes pour harcèlement contre Robin à l'été 1989. La même année,
Robin a été arrêté à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public et conduite dangereuse. Lors de l'incident suivant, Marquez a affirmé qu'elle avait tenté de le faire sortir de la route. Aucune accusation n'a été retenue contre elle pour troubles à l'ordre public, mais Robin a été reconnu coupable de conduite dangereuse par un jury. Un mois plus tard, en novembre 1989, elle a obtenu une ordonnance de protection contre Marquez qui protégeait à la fois elle-même et sa mère Barbara et l'accusait de harcèlement ainsi que d'avoir faussement affirmé qu'elle avait percuté sa voiture avec la sienne. L'ordonnance de protection a été prolongée jusqu'au 27 novembre 1990. En décembre 1989, Robin a intenté un procès fédéral contre Marquez et 7 autres membres du département du shérif, y compris l'ancien shérif John Johnson. Robin a allégué qu'elle avait été licenciée à tort, qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel et que ses droits civils avaient été violés. Elle devait faire une déposition dans l'affaire le 22 octobre, mais elle a disparu 18 jours avant de pouvoir le faire. Depuis la disparition de Robin, son affaire est restée largement non résolue. Au départ, le département du shérif du comté de Will a mené l'enquête, mais peu de temps après, la police d'État a pris le relais, invoquant un possible conflit d'intérêts. En décembre 1990, Marquez a été renvoyée du département et la plainte de Robin a été rejetée en 1991 car elle n'a pas pu être retrouvée. En 2013, le représentant américain Dan Lipinski a écrit à l'inspecteur général Ricardo Meza à Chicago, lui demandant de rouvrir l'enquête sur l'affaire. Il a expliqué que Robin avait quitté Marquez après avoir découvert qu'il était marié, puis qu'il était devenu violent. En représailles, Marquez et ses collègues policiers ont lancé une campagne de fausses plaintes et de fausses arrestations. Les proches de Robbins sont constamment frustrés par le manque de progrès dans l'affaire, notant la réticence du département de police de l'Illinois à faire appel à une aide extérieure. Selon la sœur de Robbins, Jody Walsh, un ancien procureur fédéral nommé Tad DeBez, a proposé d'aider à examiner les dossiers de l'affaire, mais sa proposition a été refusée. Tad est considéré comme un expert dans la poursuite des affaires sans corps. De plus, des efforts ont été faits pour faire appel au consultant en affaires non résolues Kenneth Maines, mais là encore, les autorités ont refusé son aide. Jody a également expliqué comment elle et son mari avaient mis à la porte le lieutenant de la police d'État Jeffrey Padilla de leur maison. Il aurait refusé d'accepter et de signer les documents qu'elle avait en sa possession, ainsi que les dossiers judiciaires qui désignaient Marquez comme suspect et indiquaient un lieu d'inhumation possible, lui disant « Nous ne pouvons pas nous baser sur des théories et des spéculations ». La famille de Robin s'est vue dire à de nombreuses reprises au cours des dernières décennies qu'il n'y avait qu'une seule chance de poursuivre un suspect pour meurtre et que la famille a encouragé à plusieurs reprises les autorités à poursuivre Marquez. Jody a ajouté « Les preuves parlent d'elles-mêmes. Marquez harcelait ma sœur et il doit encore en répondre. » Selon Jody, Marquez a déposé 103 plaintes pour harcèlement. Une autre énorme erreur dans l'enquête initiale est que l'avocat de Robin n'a jamais été interrogé, pas plus que ses sœurs, Jody et Donna. Donna se souvenait que Robin lui avait dit, ainsi qu'à leur mère, que si quelque chose lui arrivait, Marquez serait responsable. C'était seulement 1 à 2 mois avant que la jeune femme de 28 ans ne disparaisse. Non seulement cela, mais Robin a physiquement conduit Donna et Barbara, leur mère, à d'autres endroits où Marquez pourrait se trouver s'il n'était pas au bureau du shérif, y compris son 2e lieu de travail et un bureau qu'il avait au cas où elles auraient besoin de le trouver. De plus, la famille a révélé qu'on leur avait déjà dit par les enquêteurs en charge de l'affaire qu'il manquait de fonds pour continuer à chercher Robin et que s'ils étaient en mesure de contribuer financièrement à l'enquête, ils devraient le faire. Selon le Charlie Project, l'une des théories dans l'affaire de Robin est qu'elle aurait délibérément disparu pour contrarier Marquez. Cependant, les enquêteurs amateurs sur interne et les proches de Robin pensent généralement qu'elle a été victime d'un acte criminel et qu'elle est décédée. La famille a émis l'hypothèse que l'enquête avance si lentement parce que les détectives hésitent à enquêter sur l'un des leurs, ou dans ce cas sur plusieurs d'entre eux, ou bien qu'ils sont corrompus et qu'ils aident activement à dissimuler la vérité. Il reste fermement convaincu que Marquez est impliqué dans la disparition de Robin et il a été noté que le shérif John Johnson, qui était nommé dans sa plainte, était en pleine campagne de réélection lorsque Robin a déposé la plainte. Les détectives amateurs pensent que soit Marquez a tué Robin et a sollicité ses collègues pour cacher le crime, soit tous les hommes cités dans la plainte ont comploté pour éliminer Robin.
En 2017, Marquez et son demi-frère, John Romo, ont été désignés comme personnes d'intérêt dans l'affaire. La même année, le domicile de Romo a été perquisitionné. Le sol en béton du sous-sol a été creusé par le FBI et la police de l'État de l'Illinois. Cependant, un seul os a été retrouvé, et il a été déterminé qu'il avait 1200 ans et provenait d'un Amérindien. Des chiens cadavériques ont été utilisés pour la recherche et ont marqué plusieurs fois, mais aucune preuve n'a été trouvée. La famille de Robin pense qu'elle a pu être tuée puis déplacée. Une dernière chose à noter est que John Romo possédait une dépanneuse au moment de la disparition de Robin. Don Abraham, le témoin qui a vu les deux hommes dans la dépanneuse, a identifié Marquez lors d'une séance d'identification, mais il a finalement été discrédité par le bureau du shérif du comté de Will, qui a dit à Don qu'il n'était pas fiable. Depuis la perquisition de la maison de Romo, il n'y a eu aucune nouvelle avancée dans l'affaire. Marquez a été approché à plusieurs reprises au fil des années et on lui a demandé de faire des commentaires, mais il a refusé de parler aux journalistes à chaque fois, allant même jusqu'à dire qu'il n'est pas intéressé à discuter de l'affaire de Robin. Robin Renée Abrams avait 28 ans lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois sur Good New Road à Beecher, dans le comté de Will, le 4 octobre 1990 vers 16h. Elle n'a jamais été revue ni entendue depuis. Sa Dodge Daytona rouge de 1989 a été retrouvée 11 heures plus tard dans la ville de Harvey. Au moment de sa disparition, Robin venait tout juste de déposer une plainte contre 8 hommes qui faisaient partie du service du shérif du comté de Will, là où elle travaillait auparavant. Robin est une femme blanche, aux cheveux bruns, aux yeux noisettes et aux oreilles percées. Elle mesure environ 1,63 m et pesait autour de 77 kg au moment de sa disparition. Elle a été vue pour la dernière fois portant un pull blanc à manches longues en tricot, une veste en cuir noir, un pantalon noir et des chaussures noires en cuir verni. Elle portait aussi une bague en or à l'auriculaire et une pochette beige à motif, retrouvée à 3 pâtés de maison de l'endroit où se trouvait son véhicule. Si elle est toujours en vie, elle aura 59 ans. Si vous avez des informations concernant la disparition de Robin, vous pouvez appeler la police d'État de l'Illinois au 815 726 7. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.